Donc je passe tout de suite la parole pour l'introduction à Jean-Michel Joubert, président de l'AMIPS, où vous voulez, voilà. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous, chers amis. Merci à tous d'être là pour nous écouter et surtout merci de nous avoir invités, donner la parole sur un sujet qui est absolument passionnant et qui n'est pas forcément si simple que Philippe nous le dit, et notamment le titre. Communication des industries de santé, alors on va tout de suite préciser peut-être dans le champ de la santé, promotion ou promotion de la santé, et je pense que c'est un titre, moi personnellement, que je trouve un peu taquin, et dont j'avoue avoir contribué à la paternité, au moins dans sa forme, puisqu'il représente a priori comme ça une forme de grand écart. Alors, j'ai préparé quelques éléments de raisonnement, surtout pour essayer de clarifier, parce que par vocation, non pas par polémique, mais surtout pour susciter le débat, dans le contexte de crise de confiance qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est sous-jacent à tout ce qu'on dit, mais où chacun est en train d'essayer de retrouver sa place dans l'espérance de rebâtir une forme de confiance dont on vient de parler, qui me paraît absolument fondamentale pour travailler sereinement, puisqu'au bout du compte, il s'agit de santé. Alors, pour définir le cadre des interventions qui vont suivre et que Philippe vient de nous annoncer, essayons d'avoir clair un petit peu sur ce que signifient ces mots et pourquoi, quand on les met côte à côte, à première vue, ça paraît évident parce que les mots se ressemblent, et quand on y réfléchit bien, on parle de choses radicalement différentes. Et du coup, la vraie question, c'est comment concilier ou réconcilier ou lier tout ça. Alors, la communication pour les industries de santé, dans le champ de la santé, de quoi est-ce qu'on parle en fait? Parce qu'évidemment, dans l'espace public, la communication, c'est le truc hyper présent, on est connecté 24/24, il y a un bruit de fond, les médias se multiplient, se dématérialisent, les mots, les images, les sons, tout ça nous attire et nous sature en permanence. Pour l'entreprise, la question c'est comment être sûr qu'on délivre le bon message aux bonnes personnes, qu'elles ont bien compris, et surtout, qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif dans une campagne de communication pour promouvoir en santé. Alors, si on regarde un peu les grands principes de marketing, le marketing, c'est une invention de la société marchande, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de faire correspondre une offre et une demande. Alors, je ne vais pas rentrer dans les étapes classiques de ce que c'est, mais il y a deux questions clés qui se posent. Si on est une entreprise et qu'on est dans le champ de la santé, c'est qu'est-ce que c'est que les attentes des consommateurs et qu'est-ce que c'est que l'offre. La vraie question, c'est qui est le consommateur? Je l'ai entendu tout à l'heure dans la table ronde précédente. Qui est le consommateur? Et du coup, qu'est-ce qu'on a à proposer comme offre? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde en arrière, en effet, j'entendais parler de marketing produit tout à l'heure, si le médecin ou le professionnel de santé est le client, au fond, l'offre, c'est le produit. Mais je crois qu'on est largement passé dans une révolution dont on va parler tout à l'heure et dont Alexandre, entre autres, a bien tracé le futur. Dans un avenir qui se complexifie, je crois que si le consommateur devient le patient, voire le citoyen, l'offre doit intégrer une notion beaucoup plus large de santé. Alors, évidemment, l'enjeu est radicalement différent. Notre industrie, donc les industries de produits de santé, ont comme vocation historique, et on le sait, c'est écrit comme ça dans le Code de la santé publique depuis un certain nombre d'années, la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments, de produits de santé, et elle n'a de cesse que d'assurer dans le cadre de cette commercialisation, bien entendu, les développements de la qualité, y compris la qualité de l'utilisation de ces produits, la sécurité et son efficience, entre autres. Elle a donc bien entendu le besoin de promouvoir ces produits. Alors promotion dite au sens où Alexandre Regnault tout à l'heure précisera les critères, mais avec des critères de qualité, d'équilibre et de transparence pour informer les professionnels de santé. Mais à côté de ce rôle essentiel, et largement décrié, je ne vais pas revenir, même si évidemment il faut l'évoquer, les crises sanitaires récentes, le vaccin H1N1 ou la crise dite Mediator, cette industrie, elle est attirée par un tropisme bien naturel vers un rôle qui est beaucoup plus large, qui est bien entendu plus noble et plus contributif à la société, de vouloir être plus en interaction avec les autres acteurs de santé, pour avoir une contribution et un rôle pas seulement
au progrès thérapeutique, mais une contribution à l'amélioration de la santé publique. Alors, quel est le pas à faire pour aller vers une promotion pour la santé? La promotion de la santé, rappelons quand même ce que c'est. Si on parle comme ça de façon brutale, la promotion de la santé, c'est l'apanage de l'intervention publique, considérant la santé plutôt que la maladie, considérant le déterminant de santé plutôt que le facteur de risque. Donc on est dans un autre type de pédagogie et attendant les politiques publiques comme moteurs du changement. Donc est-ce qu'il y a une place pour l'industrie, les industries de santé, comme moteur du changement ou comme co-moteur du changement? Alors, qu'est-ce que c'est la promotion de la santé? C'est un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer plus de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Ça, c'est ce que dit la Charte d'Ottawa, ça date de 86, ça a été revu des années, etc. Mais ce qu'on voit bien, c'est que si on lit précisément en quoi ça consiste, si on sort du contexte pur des politiques publiques, dont c'est l'apanage bien entendu, quand on regarde bien dans le détail, on voit qu'il y a probablement une vraie place pour des industriels. J'ai noté 3 choses essentielles pour nous aider dans notre débat de tout à l'heure. D'abord, elle s'appuie sur une collaboration indispensable dans les stratégies des pays, des régions, des organisations publiques, des autorités locales et des industries. En particulier, pour ce qui les concerne, une exigence de bonnes pratiques dans leurs pratiques. Le deuxième point, c'est qu'elles doivent, ces politiques publiques finalement, appuyer sur le développement individuel, alors des citoyens, mais en l'occurrence des malades en particulier, et social, grâce à l'information et l'éducation, le perfectionnement des comportements, indispensables face à la vie, et donner au plus de personnes possible plus de contrôle sur leur propre santé, de façon à les rendre aptes à ce qu'on cherche tous à faire quand on parle de ces sujets-là, les rendre aptes à être plus décideurs pour leur propre santé. Et le corollaire de ça, bien sûr, pour moi c'est une sorte de 3e point, mais je continue à décortiquer, d'exiger un accès plus large possible à l'information et à l'acquisition des connaissances qui concernent la santé. Alors, promotion ou promotion de la santé, est-ce qu'il faut choisir, est-ce qu'il faut réconcilier, ou est-ce qu'on peut essayer simplement de concilier? Moi, je parierais volontiers que c'est en fin de compte l'évolution de notre environnement, j'en ai beaucoup entendu parler tout à l'heure et on va en parler, qui rend nécessaire cette évolution de l'un vers l'autre, et je crois qu'on est dans la décennie charnière, pour ne pas dire dans les 5 ans charnières entre les deux, pour la survie même de l'industrie et pour le principe même de l'évolution du progrès thérapeutique, qui devient donc un progrès en santé si on suit notre chemin. Alors, je ne rentre pas dans les détails sur l'émergence de l'autonomie des patients, l'évolution de la génomique, le progrès de la science qui avance à vitesse, logarithmique, la télémédecine, la multiprésence des échanges d'informations, le big data, pour ne pas parler de l'open data, etc. Les exigences de transparence, exigées encore récemment par la loi Bertrand, par aussi la directive pharmacovigilance, la directive européenne, qui contraignent, mais aussi aspirent nos industries de produits de santé à développer des offres de santé intégrées, qui devront comporter, outre les produits, les médicaments, les dispositifs, les diagnostics, etc., des services, des systèmes d'offres, des systèmes d'information, des systèmes de contrôle, d'évaluation, de surveillance, etc. Alors concrètement, avoir une démarche de promotion en santé pour une entreprise du médicament, une entreprise de produits de santé, qu'est-ce que ça peut être? On peut tenter l'exercice. J'ai identifié 4 points moi, sur lesquels il y a un travail qu'on peut faire. Travailler dans une logique de santé axée sur la qualité de vie des patients. Deuxième point, contribuer à des actions d'éducation en santé. Troisième point, travailler en partenariat avec d'autres acteurs de la santé de façon à contribuer à la continuité des soins. Et puis faciliter la participation effective et concrète des patients aux décisions qui les concernent en santé. Alors à bien y regarder, la promotion de la santé sous cet angle-là s'inscrit, je pense, dans un certain nombre de missions de notre industrie. Elle existe également dans un certain nombre de textes qui soutiennent bits and pieces, me diraient nos amis anglais, mais il n'y a évidemment pas un texte fondateur comme une charte en disant voilà la contribution de l'industrie à la santé publique, disons d'une façon. Et pourtant, quand on regarde, dans les fondements même, la recherche et le développement de médicaments historiquement a bien été attribué d'une certaine façon, par délégation si on veut, mais à l'industrie pharmaceutique, avec toutes les contraintes réglementaires
et autres que l'on connaît, d'éthique et autres formes, quand on regarde les textes qui régulent aujourd'hui la pharmacovigilance, la concrétisation des PGR, des plans de gestion de risque, etc., sont bien des accompagnements des médicaments auprès des patients. Quand on regarde les études qui sont demandées par nos institutions, je parle là plus précisément de la France, la Haute Autorité de Santé ou le CEPS, les études post-inscription, qui d'ailleurs ont été aussi évoquées dans l'accord cadre. Quand on regarde la charte de la visite médicale, qui est un élément législatif de la réforme de l'assurance maladie, qui avait pour but de renforcer, et qui a toujours d'ailleurs pour but de renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon usage et la qualité de l'information sur le médicament, et donc favoriser la qualité du traitement médical. Quand on regarde l'accord cadre lui-même, au moins dans ses introductions et dans un certain nombre de chapitres qui a été renouvelé en 2012, comme vous le savez, on y trouve bien de quoi délimiter des moyens communs pour rechercher la juste place du médicament dans la prévention et le soin, pour promouvoir le bon usage, rechercher une amélioration de la qualité des soins, accélérer le progrès des patients à l'innovation thérapeutique, etc. Je ne veux pas réévoquer la loi dite médicaments. Et j'ajouterais quelque chose qui est une tendance, sur un champ qui est plus le mien habituellement, qui est l'incitation grandissante des payeurs à engager les industriels dans des accords financiers, si vous voulez, de risk sharing, lorsqu'il y a une fixation des prix des médicaments, notamment de type, alors les Anglais appellent ça pay for performance, c'est-à-dire finalement d'essayer de trouver des modalités de rémunération dans lesquelles le laboratoire est engagé en fonction de la réponse thérapeutique en vraie vie des médicaments. Et voilà, ces dispositifs, je finis ma phrase, et j'ai fini en effet Philippe. Ça tombe bien. Ce type d'accord présuppose l'existence de solutions thérapeutiques qui intègrent un certain nombre d'évaluations. Donc je pense qu'il va être extrêmement intéressant de regarder quels sont les exemples concrets qu'on a aujourd'hui pour en tirer des enseignements, pour voir comment on peut cheminer dans ces directions. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez en effet bien planté le décor. C'est vrai que la question est simple, la réponse est manifestement plus compliquée.